L'affaire des pèlerins laissés en rade à Dakar risque de connaître une tournure judiciaire puisque les concernés ont décidé de porter plainte contre le commissaire général au pèlerinage car ces pèlerins se disent humiliés par Amadou Tidiane Dia. Ce dernier a déclaré que les pèlerins qui sont actuellement au hangar ont bénéficié de dons de billets, des propos qui ont fâché Barandao et autres pèlerins. Il explique tout cela à Daouda Diouf. La tout faux. Parce que non seulement il ne regrette pas d'avoir spolié nos droits, mais il nous insulte par-dessus tout. Je vous assure que la plupart des gens qui sont dans le hangar, dont moi-même, mes frères, avons payé nos billets avec des respects sonnants. Nous ne sommes depuis certaines politiques, nous n'avons aucune accointance religieuse qui pourrait nous faire bénéficier des billets de l'État. Et même si c'était le cas, l'État les dit que de par sa force de tenir ses engagements, même ceux qui sont bénéficiaires aujourd'hui des billets de l'État, ils n'en font pour rien. L'État n'avait pas à les mettre dans une telle situation. Et je vous assure, M. Diouf, que la grande majorité des pèlerins qui sont là-bas ont payé de leur poche. Vous pouvez envoyer des reporters, faire un listing. Ça ne serait pas gênant. De quoi je vais les préparer pour que, au moins, que ceux qui bénéficient des billets de l'État partent d'un côté, de l'autre, qui sont payés de leurs billets. Et vous verrez de vous-même que la plupart des gens qui sont là-bas ont payé de leur poche. C'est vraiment dommage. En étant dans cette situation, le commissaire général se permet de nous insulter. Il nous a insultés, il nous a humiliés. Je vais les appeler devant la justice parce qu'ils ont porté atteinte à mon honneur, à ma dignité. Il fait partie des pèlerins laissés en rade. Il s'appelle Mbaye Faye, un des porte-parole du collectif mis en place par ces pèlerins. L'homme n'en peut plus. Il vit difficilement ces 6 derniers jours au niveau du hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il en veut aux autorités étatiques, lesquelles sont responsables de cette situation. C'est ce qu'il affirme. Ismaël Kamara a rencontré ce restaurateur qui devait effectuer depuis jeudi son premier pèlerinage à la Mecque. Portrait. Écorché vif, mais failli laid, de taille moyenne, ce pèlerin de 56 ans est meurtri dans sa chair, dans son cœur, comme s'il livrait le dernier combat de sa vie, celui d'un rêve d'enfance qui risque de ne jamais se réaliser. Les gens de 4e vol sont sur place. Tous ceux qui ont eu le 6e vol sont partis. Comment fait-il que moi qui ai reçu mon argent depuis le 23 juin, j'ai un numéro, je devais prendre le 4e vol, on me laisse en rade en emmenant les gens qui ont versé récemment. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tout est politisé dans ce pays. Le mot est lâché. Non à la politisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Mbaye Faye, restaurateur au King Fahd Palace, le visage derrière ses lunettes de soleil, est prêt à porter cette affaire devant la justice. Ça serait un peu regrettable pour moi parce que j'y comptais partir. Depuis que je suis gosse, j'ai rêvé en tant que musulman de partir à la Mecque. Si j'ai eu l'occasion de partir, Inch'Allah, je souhaite partir. S'ils ne le font pas, même si je pars aujourd'hui, je compte porter plainte contre cette commission. Natif de Dakar, résident à Yoff Tongor, Mbaye Faye est un papa de 5 enfants et d'une femme. La voix étreinte par l'émotion, ce père de famille ne compte pas abandonner ses autres camarades d'infortune. C'est sa vision de la vie en société. Je ne rentre pas, j'ai honte de rentrer chez moi. Parce que j'ai des pèlerins qui ont la même situation que moi, qui habitent Kopentoum, Kaffrine, Gossas, un peu partout. Je ne peux pas les laisser ici aller chez moi. Par solidarité, par solidarité, je préfère dormir ici en même temps que. Si j'ai un bout de pain, je le partage avec eux. Et pourtant, c'est l'État qui devrait le faire. Mbaye Faye a tout de même espoir, même si celui-ci est mince. Il se tourne vers le chef de l'État et lui demande de tout faire pour décanter la situation. En attendant, son combat se poursuit et l'Arabie Saoudite, elle, reste un mirage pour Mbaye et les autres pèlerins toujours bloqués à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Triste sort donc pour ces dizaines de pèlerins qui ne peuvent pas encore partir à la Mecque. À l'instant, il est 12h06. Vous suivez le grand journal. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Mantouré, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le procès du Sénabré, aujourd'hui, le témoin Mahamat Abakar, toujours à la barre. Il est le coordonnateur de la commission d'enquête des crimes commis au Tchad sous Abré. Son enquête est suivie d'une vidéo de 50 minutes
Elle est de la commission d'enquête des crimes commis au Tchad. C'est tout simplement l'horreur des personnes les mains ligotées par derrière et rattachées aux pieds. Elles vont mourir à petit feu. Sur cette projection, on y voit des plaies pourries où s'amassent des mouches comme un festin de charognards. Les charnières, il y en a la tonne et le quintal. Des fosses où sont jetées des victimes entassées n'importe comment sur leur crâne, des impacts de balles. Pour les prisonniers vivants, ce ne sont plus des hommes, mais plutôt des zombies. Le regard hagard, la bouche ouverte, le corps squelettique, rachitique, ne pouvant plus marcher, ils sont portés comme c'est le cas maintenant pour Lucien Abré. Il y en a dans la salle qui restent choqués. La commission parle de 40 000 victimes, 80 000 orphelins et 30 000 veuves. Dans les 6 ans, la commission a découvert presque 1000 lettres envoyées par la Belgique pour attirer l'attention de la DDS sur les exactions, un peu plus de 7 000 pour l'Allemagne, même chose pour les Pays-Bas. Mais cela n'a rien changé, presque tous les ministres de Abré en recevaient, mais la destruction était systématique car ils avaient peur d'être accusés de traître. La France et l'Amérique sont encore pointés du doigt, ils étaient les plus grands souteneurs d'Abré. Il y a aussi un certain Mohamed Djibril, surnommé El Djouzo, le plus grand sadique, dit-on. La commission a accusé Lucien Abré d'être le commanditaire de toute cette barbarie, cette sauvagerie. En tout cas, il est là assis et regarde ailleurs pour montrer clairement que cela ne le concerne pas. En passant Antoine, il a changé de chaussettes, car depuis le début, elles étaient noires, sinon aujourd'hui, elles sont blanches. Concernant ses habits, il reste toujours blanc, bandé de blanc, turban blanc, avec un Hissène Abré, toujours absent, mais présent de la salle. Entouré, merci. Le journal. L'actualité politique. Création d'un haut conseil des collectivités locales, cela devrait faire partie des réformes institutionnelles voulues par le président Macky Sall. L'expert en décentralisation, Chérif Diagne, bénit l'idée. Selon lui, cette institution va offrir aux acteurs locaux un cadre de concertation et permettre de discuter des problèmes liés à la décentralisation. Mais il ne faut pas en faire un repère de politiciens avertis. Chérif Diagne, interrogé par Mohamed Aliouba. Je pense que c'est un impératif d'avoir une instance de consultation et de concertation entre les comités locales. D'autant plus, ça permet un peu de discuter des difficultés et des problèmes que ces collectivités territoriales décentralisées ont et de réfléchir un peu sur le poursuivement et l'affirmation de la décentralisation. Mais je pense que ce n'est pas une nouveauté, d'autant plus que c'était prévu dans le cadre de la régionalisation en 1996. Maintenant, ce qu'il faut craindre, il ne faut pas que ça soit une conversion par minoration du Sénat, qui provoquerait en fait un enchevêtrement institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'institutions, la restauration du Conseil économique, social et environnemental aurait pu permettre un peu de développer les études et la réflexion. Maintenant, un organe consacré exclusivement aux collectivités territoriales décentralisées et aux élus locaux, c'est une bonne chose, mais il faudra que ça fonctionne conformément un peu aux ambitions et que ça puisse un peu répondre aux réformes institutionnelles. Chérif Diagne, expert en décentralisation sur la création futur d'un haut conseil des collectivités locales. Revoilà les sortants de la FASTEF. Il s'agit de ceux de la promotion 2013. Au nombre de 349 professeurs, ils réclament tous le recrutement dans la fonction publique. D'après eux, les instructions du président de la République allant dans ce sens n'ont pas été respectées. Cependant, ils disent privilégier le dialogue. Le coordonnateur du collectif des sortants de la FASTEF Promo 2013, Al-Husseini Keita avec El Hadj Ndiougoudienne. Le 9 janvier 2014, le président de la République avait pris l'engagement de recruter tous les sortants de la FASTEF. Dès lors que le président avait pris l'engagement, elle devait être matérialisée. Mais remarquant les lenteurs dans la matérialisation de l'engagement du président de la République, entrepris en ce moment des démarches ont permis à rencontrer le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, assisté par le directeur général de la fonction publique et tant d'autres de directeurs généraux. Mais jusqu'à présent, nous remarquons qu'il y a des lenteurs. Même si l'année passée, le ministre avait pris 368 parmi nous, parmi les 713, actuellement il reste 349 non affectés, non professeurs encore non affectés. Nous voilà à l'aube de l'ouverture scolaire 2015-2016. Nous alertons les autorités pour que le reste des professeurs non encore recrutés puissent être affectés, puissent être recrutés dans les plus brefs délais. Nous sommes dans l'optique du dialogue, nous sommes prêts à dialoguer, mais des dialogues
sincère avec le gouvernement, en particulier avec notre ministre de tutelle Serigne Mbaye Thiam, parce que nous ne voulons pas engager un bras de fer avec le gouvernement. Nous sommes prêts pour des dialogues, encore une fois, des dialogues sincères, parce que l'école sénégalaise a besoin de nous. RFM, la radio de toute l'actualité. Les coupures d'électricité, situation pénible pour les populations de la Médina. Depuis hier, elles sont sans électricité. Le reportage de Sodalo lors de nos prochaines éditions. La Sénélec explique les coupures à la Médina, Gueule-Tapée aux Almadies par une panne. Elle assure que la situation sera rapidement réglée. Le chef du service de distribution de Dakar 1, Oumar Diallo, avec El Hadj Ndjogoudien. Hier, au centre-ville, on a eu 2 incidents majeurs qui ont impacté pratiquement la majeure partie du centre-ville, y compris les hôpitaux, le building, l'Assemblée nationale. Mais quand on a eu cet incident, pratiquement, nous avons déployé 3 équipes de maintenance pour résoudre rapidement ce problème. Et vraiment, tout est rentré dans l'ordre vers les coups de 18h, 19h30. Maintenant, ce matin aussi, nous avons enregistré quelques pannes au niveau de la Médina, Gueule-Tapée, Almadies, y compris la TFM, où on a eu une absence de phase qui fait que, certaines zones des Almadies et de la Médina, il y a des zones où vraiment il y a une absence de tension, d'autres des baisses de tension. Mais ça vraiment c'est des choses courantes qui arrivent et qui sont vraiment prises en charge rapidement par les équipes de Sénélec. Dans quelques temps, tout devrait changer pour les pêcheurs et les femmes transformatrices de produits halieutiques de Fass-Boye dans cette zone de pêche. Une aire de transformation est en train d'être construite. Elle va permettre la conservation et la transformation des produits halieutiques. Une vieille doléance a été ainsi satisfaite, cher Antelo. C'était l'enthousiasme chez les populations de Fass-Boye. Elle n'avait jamais cessé de réclamer une aire de transformation des produits de la pêche. C'est enfin réalisé. Les travaux ont démarré sur le site, en face de la plage. Le maître d'œuvre de l'ouvrage, Latjan Sow. On met à peu près 3600 mètres carrés. Il comporte un bloc de réception, lavage, parage, fermentation. Ensuite, une zone de séchage, suivie d'une zone d'emballage, stockage libre. C'est pour préparer les femmes à exporter des produits. Le ministre de la Pêche, Oumar Gueye, venu visiter le site, se dit satisfait. Pour lui, avec cet ouvrage, les femmes de Fass-Boye vont abandonner progressivement le bressage au sol, tout en respectant les normes d'hygiène. À l'occasion du Conseil des ministres délocalisé tenu à Thiès le 5 juin 2014, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, avait pris l'engagement d'alléger les conditions de travail des femmes transformatrices de Fass-Boye pour la réalisation d'une aire de transformation moderne. De fours couverts et de clés de séchage permettra aux femmes d'abandonner le braisage au sol et de respecter les normes en vigueur au Sénégal et au plan international. Selon les femmes transformatrices, le démarrage des travaux vient de matérialiser l'ambition que le ministre de la Pêche nourrit pour moderniser ce secteur. Le coût du projet est estimé à 200 millions de francs CFA. RFM Thiès, cher Ante Diop. Hivernage rime avec maladie, c'est le cas à Fatick où les pédiatries et autres services de consultation sont pris d'assaut en ce moment. Les maladies telles que les infections dermatologiques, les infections respiratoires et le paludisme sont les plus fréquentes. Quand Roudiatou Camara s'installe dans son bureau de consultation à 8h, elle n'en reçoit désormais qu'après 19h. Elle est la pédiatre de l'hôpital régional de Fatick et avec l'hivernage, le nombre de ses patients par jour a presque triplé. On reçoit plus de malades. En moyenne, ça dépend des jours. Les premiers jours de la semaine, quand même, on va jusqu'à 50 malades, des fois même plus. C'est inhabituel quand même. Là, nous sommes au service des consultations pour enfants du centre de santé de Fatick. Ici également, le personnel est submergé. Alors, Didjou, infirmière. Actuellement, on a beaucoup plus de malades que d'habitude. Par jour, des fois, on dépasse les trentaines. À chaque consultation, par exemple, on a plus de 30 malades par jour. Actuellement, on n'a pas de repos, franchement. Et il y a bien des pathologies beaucoup plus fréquentes chez les enfants en cette période. Roudiatou Camara nous les liste. Surtout les pathologies dermatologiques, les dermatoses chez les enfants, les infections
infections respiratoires qu'on rencontre le plus parce que les enfants jouent sous la pluie aussi, ce qui entraîne ces infections respiratoires. Il y a une recrudescence du palud. Par rapport aux autres mois, on a plus de palud aussi dans ces 2 derniers mois. Des cas de malnutrition sévère sont aussi notés dans les 2 structures de santé que nous avons visitées. Cette période-là, on a une recrudescence de la malnutrition parce qu'on sait que les grignes actuellement sont vides et que les réformes ne sont pas encore prêtes. Donc actuellement, il y a vraiment une recrudescence de la malnutrition. Et pour barrer la route à des maladies comme le paludisme, il n'y a pas meilleur moyen que de coucher les enfants sous une moustiquaire. Le docteur Roudiatou Kamara sensibilise ainsi les mères de famille, d'autant plus qu'à Fatick, les moustiques dictent leur loi sur toute l'étendue du territoire régional. Aminata Boujadi, Fatick RFM. L'actualité internationale, Mali, la chasse aux terroristes se poursuit. 3 personnes originaires du sud du pays viennent d'être interpellées. Leur moyenne d'âge est de 20 ans. Ces jeunes reconnaissent être soit membres du Front de libération du Massina ou d'une unité combattante installée à un moment dans le sud du pays. Pour les services de renseignement, les cellules en partie démantelées au centre et au sud étaient en contact avec des terroristes du nord. Iyad Akrali Dansaruddin donnerait même des ordres et de l'argent à des groupes terroristes pour opérer au sud. Avant cette nouvelle opération, 3 personnes avaient été arrêtées dans la capitale. Burkina Faso, la commission de réconciliation nationale et des réformes a rendu son rapport. Un rapport à moins d'1 mois de la présidentielle. Parmi les recommandations de la CRNR, la création d'un conseil spécial pour s'occuper des crimes commis ces dernières années dans le Diouf. Dans son rapport, la CRNR relève un lourd passif de crimes divers, 145 cas de crimes de sang répétés de 1960 à nos jours au pays des hommes intègres. Ce sont des assassinats politiques, des personnes tuées pendant des coups d'État ou suite à des enlèvements ou à des actes de torture. Selon Monseigneur Paul Ouedraogo, président de la commission de réconciliation nationale et des réformes, je cite, il y a des cas où c'était des disparitions, mais après ça a été confirmé qu'il s'agissait de décès. Il y a également, bien sûr, des crimes qui, eux, sont dus également à la violence en politique et que nous avons eu la surprise de voir qu'il y avait des crimes de sang intérieurs au collège des stages. Mais les intéressés ont trouvé que les circonstances n'étaient pas favorables pour qu'ils en parlent. Fin de citation. Afin de faire la lumière sur tous ces crimes et d'aller vers la réconciliation, la commission recommande la mise en place d'un pôle de juges d'instruction. La commission de la réconciliation propose également la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, ce corps d'élite de l'armée, pilier du régime comparé aujourd'hui contesté, et recommande le redéploiement de ces éléments à des missions autres que celle d'assurer la sécurité du président du Burkina Faso. Niger, Amadou est toujours traqué par la justice de son pays. L'ancien Premier ministre, par ailleurs ancien président de l'Assemblée nationale, est en exil. La justice souhaite l'entendre dans l'affaire dite des bébés nigérians. Il s'agit d'enfants adoptés illégalement après avoir été achetés au Nigeria. Hama Amadou prévoit de revenir au pays très bientôt puisqu'il a été désigné candidat à la présidentielle par son parti. Le ministre de l'Intérieur est catégorique. Si l'ancien président de l'Assemblée nationale rentre à Niamey, il sera arrêté et jugé. Le mandat d'arrêt émis contre lui en septembre 2014 est toujours d'actualité. Il est poursuivi pour faux usage de faux et complicité de trafic de bébés. Le Gabon maintenant, en visite à Paris, Ali Bongo s'en prend à la diplomatie française. Le président gabonais a entre autres fustigé l'arrestation de son directeur de cabinet à Paris le mois dernier. Le Gabon invite la France au respect des procédures. À Libreville, les précisions d'Yves Antonio Ogoula. La manière dont Mexon Akombesi a été interpellé était une manière de vouloir humilier le Gabon. Ainsi parle le président gabonais sur le perron de l'Élysée au terme de son audience avec son homologue français François Hollande. L'objectif ici n'est pas de gêner le travail de la justice. Si Mexon Akombesi avait reçu une convocation en bonne et due forme, il aurait toujours été prêt à venir répondre aux questions de la justice française. Précision apportée par le chef de l'État gabonais. Pour rappel, Mexon Akombesi, directeur de cabinet de la présidence au Gabon, a été interpellé puis placé en garde à vue à Nanterre par la police judiciaire de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales dans le cadre d'une enquête pour corruption d'agents publics étrangers. L'affaire qui a fait grand bruit s'est déroulée le 3 août dernier. Ali Bongo Ondimba est convaincu que son proche collaborateur n'est pour rien dans cette affaire. Après, la semaine dernière, par décret présidentiel, il a confirmé son directeur de cabinet à son poste. Yves Antonio Ogoula, Libreville, RFM. République démocratique du Congo, la majorité présidentielle est
divisé. Plusieurs partis, 7 au total, ont adressé une lettre au président. Ils demandent à Joseph Kabila de ne pas se présenter pour un 3e mandat, mais aussi de respecter le calendrier électoral et de ne pas repousser la présidentielle prévue avant la fin 2016. Pour cette formation politique, garantir un respect absolu de la Constitution est fondamental pour assurer la paix et l'unité du pays. Elles invitent donc les membres de la coalition à abandonner la stratégie actuelle qualifiée de suicidaire. Ces partis estiment que la majorité a des atouts pour gagner les élections en toute transparence et réussir le pari de l'alternance politique dans la paix. C'était l'actualité internationale présentée donc par Sornana Tambaye. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, on parlera des 2 Tabaski. Le rendez-vous, c'est vers 12h30. Rebonjour, cher Kylian Diagne. Jeux africains de Brazzaville. En football, les moins de 23 ans, oui, il s'agit du Sénégal, jouent leur survie tout à l'heure. À 14 exactement, et ce sera contre le pays hôte, le Congo, en quart de finale au stade Massamba Deba de Brazzaville, qui va sans nul doute accueillir un monde fou. Nous allons écouter Oumar Diarra, notre confrère, qui nous en dit un peu plus sur l'enjeu de cette rencontre entre Sénégalais et Congolais. Ambiance forte au niveau de Brazzaville, presque toutes les populations convergent au niveau du stade Massamba Deba, qui dans 2 autres temps, quand même, devrait abriter cette rencontre importante. Une rencontre, comme vous le dites, importante pour les 2 équipes, mais surtout pour le Congo, qui en 1935 avait quand même remporté le tournoi de football des premiers Jeux africains, il y a 50 ans. Donc, considérant que ce sont les Jeux du cinquantenaire, ce qu'on appelle le jubilé, qui se joue chez eux, ils ont eu comme invention aussi de remporter la médaille d'or en football. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal devrait montrer quand même une meilleure visage par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs face au Ghana et au Nigeria. Donc, je pense que c'est un match important, un match placé à un risque même ici, parce que tout simplement, si le Congo perd, ça pourrait créer quelques petits problèmes. Alors, Omar, les Sénégalais sont-ils décidés à en découdre une bonne fois pour toutes avec les Congolais, ou alors il y a une certaine méfiance qui se lit dans leur yeux? Ils sont décidés parce que hier on a vu l'équipe, surtout le coach Serigne Kalidja, qui a été très clair. Il nous dit que l'équipe, pour quand même sortir grandi de ce match, ou bien gagner même cette rencontre, devrait faire un pas sur l'arbitrage, surtout sur le public, et se concentrer totalement pendant les 14 minutes. Match donc à 14h pour les jeunes lionceaux, et puis à 16h30, juste après la rencontre entre Sénégalais et Congolais de Brazzaville, le Nigeria va en découvrir avec le Burkina Faso. En basket, les Lions s'acheminent ce soir vers un match couperé. Ce sera à partir de 19h. Le Sénégal, le champion en titre, croise le Mozambique en quart de finale. Un match difficile en perspective et qui requiert beaucoup de concentration selon Tafagay. C'est l'entraîneur de l'équipe de basketball du Sénégal. C'est un match compliqué dans l'approche. L'équipe néerlandaise que nous avons ici, c'est un match difficile. Ça va être une réforme de beaucoup plus rapide que les années. Ça va bien aussi là, ce qui me fait un peu, c'est un peu le défi de l'éducation avec le dossier de Sabel et Rasti. Ça va être un mot de l'année, mais à tout niveau de la préparation, de la compétition, il va y avoir un objectif pour se finir. On va faire ce que nous avons, le Mozambique a déjà du vent, nous avons pas du vent. Alors, Tafagay, on parle aussi de la fraîcheur physique de votre équipe quand on sait qu'elle a compété pratiquement pendant toute la semaine sans arrêt. Alors, est-ce que cela ne risque-t-il pas de stopper l'ardeur de vos filles? Il faut qu'elle ait des traces, parce que non seulement on compétit chaque jour, mais je pense qu'il y aura dans la salle avec les filles, tout le monde est dans le cas, toutes les équipes sont au même niveau avec ce qui se passe, donc il faudra mentalement être très costaud pour bien gérer les charges de guerre. Au match de ce soir contre le Mozambique, nous n'avons pas y participer à ce Traoré, ça veut dire toutes blessées. La meneuse membre de dos aussi diminuée va finalement prendre part au match au programme des quarts de finale. Tout à l'heure à 13h, le Mali va s'opposer à la Côte d'Ivoire juste après 15h, Angola contre Cameroun. Et puis 17h, Nigeria, Gabon. Et rappelez que le Sénégal joue à 19h contre le Mozambique. Le Sénégal qui s'est aligné en finale du 100 mètres et féminin avec Nima Faye à ces Jeux africains de Brazzaville. Le Sénégal totalise 17 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 10 en bronze, avec une place de 8e au classement général. Steven Gérard écrit ses mémoires et la Diouf lui répond. Oui,
Liverpool, le capitaine de Liverpool qui a publié donc son mémoire, c'était donc hier, cela a été rendu public. Il a critiqué vertement l'ancien ballon d'or africain, cependant le Sénégalais El Hadji Diouf exige beaucoup plus de respect à son égard, il indexe Steven Gérard. Quand tu peux me critiquer, il faut que autre part, pas de dire que je ne suis pas fort ou des trucs comme ça. Le football, c'est dans mon corps. Aujourd'hui, tout le monde se rappelle de moi. La preuve, dans tous les pays où on ne Sénégalais pas, on nous parle de la vie, c'est parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans le football et qu'aujourd'hui, tout le monde me reconnaît comme un très grand joueur. Après lui, ce qu'il dit, ça n'engage que lui. On peut lui montrer du rouge et il dit que c'est du blanc. Mais il dit que le symbole qui a montré à la face du monde que vous êtes quelqu'un d'ingérable, c'est quand vous avez craché sur un supporter de Celtic en 2003. C'est insupportable selon lui. C'est parce que je l'ai craché dessus à l'entraînement aussi. Un jour, à un moment donné, il avait dit ce qu'il n'avait pas à dire et je l'ai craché dessus. Il avait dit à Gérard Rouillet, si tu ne tiens pas, je vais le taper devant tout le monde. J'ai joué à Liverpool pendant des années. Pourtant, j'ai eu le maillot de Michael Owen, j'ai eu le maillot de Eminesi, j'ai eu le maillot de Thierry Henry, de Dennis Bergkamp, des très grands joueurs. Lui, j'ai jamais demandé de maillot, mais après mon premier match, contre Southampton, quand j'ai fait le doublé, il m'a bien demandé mon maillot. La Ligue des Champions reprend un reprend. En attraction, le choc entre Manchester City et la Juventus de Turin, c'est à 18h45. Paris Saint-Germain reçoit Malmö, le club suédois qui a formé Zlatan Ibrahimovic à suivre aussi ce soir à partir de 18h45. Real Madrid contre les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk, PSV Eindhoven, ce sont des Hollandais qui vont jouer contre Manchester United et puis les Turcs de Galatasaray vont en découdre avec Atletico Madrid, entre autres rencontres prévues donc ce soir de mercredi. La suite avec notamment le déplacement de FC Barcelone du championnat en titre sur le terrain de l'AS Rome en Italie. Lyon, donc le français, sera en Belgique contre l'équipe de la Dancoise. C'est bien fini, c'est pas des sports. Chef Tidiane Diagne, merci.